le 7-9 de France Inter. Première matinale de France, à suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr. Et l'invité du grand entretien d'Inter ce matin est le ministre de la Transition écologique et solidaire. Dans une dizaine de minutes, les questions de Léa Salamé. Intervenez, amis auditeurs, au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Nicolas Hulot, bonjour. Bonjour. La Constitution doit et va être réformée pour de nombreuses raisons. Nombre de députés, statut de la Corse, j'en passe. Mais aussi pour prendre en compte la lutte contre le réchauffement climatique. Article 34 ou frontispice de la Constitution. Ce n'est pas la même chose, ça n'engage pas de la même manière. Où va votre préférence ? Écoutez, le débat n'est pas tranché. Déjà, c'est aussi le climat et la biodiversité. Vous pouvez figurer d'une manière ou d'une autre dans la Constitution. Déjà, ce serait une avancée notable. Moi, on n'en fera jamais trop pour adapter le droit aux enjeux du XXIe siècle. Parce que tout ça, ça va, je dirais, dans le même esprit que la réflexion de la commission qui a été animée par M. Sénard et Mme Nicole Notat. Je pense qu'une société a tout à gagner à adapter son droit, à harmoniser son droit avec les réalités du temps présent. Alors, de la même manière que de remettre dans le Code civil que l'objet d'une entreprise, c'est pas simplement le profit, mais que le profit n'est qu'un moyen, de mettre le climat, qui est un enjeu non seulement qui va traverser le XXIe siècle, mais probablement les siècles précédents, et la biodiversité qui conditionne quelque part l'avenir de l'humanité. Je pense que c'est simplement quelque chose de bon sens, et j'espère qu'on mettra la barre le plus haute possible. Je plaiderai auprès du président. Après, c'est à Édouard Philippe et à Emmanuel Macron de trancher. Le philosophe Dominique Bourg propose une formulation, je vous la lis. La République, elle est très large, beaucoup plus large que ce qu'on pourrait imaginer. La République veille à un usage économe et équitable des ressources. Elle garantit aux générations présentes et futures un environnement sain et sûr, en veillant au respect des limites planétaires, à savoir les grands équilibres interdépendants qui conditionnent l'habitabilité de la Terre. On lira ça dans la Constitution ? Écoutez, j'en sais rien. C'est une proposition de Dominique Bourg. Vous savez que c'est un de mes mentors, que j'aime beaucoup, ce garçon. Je pense que, il y a un moment ou un autre, il faut qu'on accepte à la fois notre puissance, mais notre vulnérabilité. On est dans ce paradoxe, c'est que au XXIe siècle, notre intelligence est mise en demeure de prendre les conséquences de son propre succès. Dit autrement, on est très puissant et très vulnérable à la fois. Et le petit dénominateur commun à toutes les crises que nous traversons, c'est la crise de l'excès. Notre incapacité, c'est ce qui fait notre charme, mais ce qui fait aussi notre décadence, à prendre acte que nous avons des limites qui sont imposées par notre substrat, et notre substrat, c'est la planète. On est rentré dans la période de la rareté, et on est rentré dans la période de la vulnérabilité. Vulnérabilité parce que nous sommes fragiles, et rareté parce que nous avons pensé longtemps que l'abondance était la norme, mais l'abondance est l'exception. La rareté, ça se pilote. La pénurie, ça se subit. Et donc, je pense que nous avons intérêt très rapidement à, se mettre un bouclier juridique. C'est pour ça aussi que le pacte de l'environnement que propose Laurent Fabius, je suis aussi un fervent défenseur que nos institutions, nos démocraties s'adaptent aux enjeux du XXIe siècle. On verra donc où dans la Constitution et sous quelle forme. Lundi prochain, le gouvernement lance un débat national de 3 mois sur ce qu'on appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE. C'est la feuille de route pour parvenir aux objectifs climatiques de la France. Alors on va prendre les choses dans l'ordre puisqu'il s'agit d'une feuille de route et donc d'un calendrier. À quelle date, vous me voyez venir Nicolas Hulot, va-t-il la part de 50% du nucléaire dans le mix énergétique, à quelle date cette part sera-t-elle Imaginez fixée ? Que je vous fasse une réponse précise, ça voudrait dire que les dés sont pipés, que l'on met à l'appréciation, à la co-construction, pas simplement des experts, mais des citoyens de toutes les parties prenantes, la programmation pluriannuelle de l'énergie, et qu'on a déjà choisi un scénario. Mais vous avez bien une petite idée. Non, très sincèrement. Vous n'avez pas d'idée. Non, parce qu'il y a 25, 30, 2040, 50. Non, on est en train de faire tourner tous les modèles. Et il y a des scénarios qui peuvent repousser cette échéance à un calendrier très lointain. Plus personne ne propose un scénario pour les 50% à l'échelle de 2025. Tout dépend de l'utilisation qu'on va faire du biogaz, de l'hydrogène, du stockage et de notre capacité à changer d'échelle dans le développement des énergies renouvelables. C'est tout cela qu'on est en train de mettre sur la table. Donc très sincèrement, moi, le plus tôt sera le mieux.
le plus tôt sera le mieux. Parce que 50% de nucléaire dans la production d'électricité, ça veut dire 40 à 45% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité. Ce que je veux simplement dire, c'est que là, on a un moment extraordinaire. Et j'aimerais bien que la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce ne soit pas un débat confisqué par les experts, et que les Français se l'approprient et le co-construisent. Parce qu'on a une occasion, là, pour une fois, pardon de vous le dire, on est à quelques jours du printemps, de penser printemps. Cette mutation de la transformation énergétique... Ce qui veut dire ça veut dire qu'il faut qu'on se réjouisse de cette transformation-là. Parce qu'on va aller vers un modèle qui va être totalement différent. D'abord, on va permettre aux entreprises, on va permettre aux citoyens de réduire très rapidement et très largement leur consommation d'énergie à confort ou à service égal. Deuxièmement, on va aller vers l'autoconsommation. Troisièmement, on va aller vers l'autonomie énergétique de la France, et je l'espère par voie de conséquence, des territoires et de l'ensemble des pays du monde. Et l'autonomie énergétique, c'est un facteur de paix. Et qu'on est dans une révolution énergétique avec la combinaison du digital. J'ai encore vu hier un industriel qui m'a montré les nouveaux panneaux solaires qui deviennent très esthétiques. Je crois qu'on n'a pas imaginé à quoi va ressembler la production énergétique de demain. Le printemps, c'est pour quand alors 2030 2035. Parce que pour vous, le printemps, c'est simplement les 50% du nucléaire. C'est déjà pas mal, c'est un effet de levier. Non, mais c'est très important. Mais pour pouvoir réussir les 50% du nucléaire, et voir plus, parce qu'il ne faut rien s'interdire, parce que 50%, c'est un moment de vérité. Si on y arrive, on pourra peut-être aller plus loin. Si on n'y arrive pas, ça veut dire que peut-être il faudra garder un peu plus longtemps la part du nucléaire. Personnellement, vous le savez, moi je préférais qu'on aille plus vite et plus loin. Mais pour ça, il faut être encore une fois lever les verrous qui freinent le développement des énergies renouvelables. Regardez ce qui se passe sur le stockage des énergies intermittentes, associer les smart grids et le digital, mais surtout créer un désir commun. Pardon de vous le dire, le mot est peut-être un peu hors sol, mais il y a un moment ou un autre, si ce pays continue à être un peu opposé à toute forme de nouvelle énergie, on ne va pas y arriver. Et ça, c'est mon rôle. C'est le cas aujourd'hui. Vous les sentez, ces blocages ? Oui, mais parce qu'il n'y a pas eu de vision. Parce qu'on n'a pas partagé justement une vision. Et c'est bien le rôle de la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est que les Français se l'approprient. Pour qu'ils se l'approprient, il faut qu'ils en voient les vertus, les bénéfices et les avantages. Par exemple, quand il y a des résistances sur les éoliennes, dès lors qu'on associe les citoyens, qu'on leur donne même une participation, tous les verrous se lèvent. Nicolas Hulot, pourquoi n'étiez-vous pas en Inde avec le président de la République ? C'est marrant que cette question qui m'est effectivement revenue à mes oreilles soit posée, comme si derrière il y avait une sorte de mystère. Vous savez, j'ai deux secrétaires d'État qui heureusement me soulagent dans beaucoup de fonctions, parce que le périmètre de mon ministère, il est très large. Il y a Sébastien Lecornu et il y a Brune. C'est la République qui se déplace. Et Vous Brune n'êtes pas Poisson, n'importe qui au gouvernement. Et Brune Poisson, qui est secrétaire d'État, qui avait fait le voyage préparatoire en Inde, qui a longtemps vécu en Inde, qui connaît bien le sujet, qui suit le développement de l'Alliance solaire internationale, était tout à fait légitime. Pardon de vous le dire, mais on embrasse une somme d'activités visibles et parfois moins visibles qui nécessitent qu'on se partage la tâche. Parce que là, on a plus vu Ségolène Royal que vous, du coup. Parce qu'elle a une mission qui a été confiée par le président de la République. Elle a une double mission, une qui s'occupe des pôles et l'autre qui s'occupe de l'Alliance solaire internationale. Vous avez appris la diplomatie. Si vous aviez été en Inde, Nicolas Hulot, quelle aurait été votre position sur EDF qui espère installer 6 réacteurs EPR au bord de la mer d'Arabie? Les opposants estiment que le site est propice au tremblement de terre. Prendre un tel risque après Fukushima, n'est-ce pas tout simplement insensé? Écoutez, moi je veux pas. J'ai déjà pas mal de difficultés à imposer ma propre vision dans mon propre pays. Je ne veux pas interférer dans les politiques énergétiques des autres pays. Mais enfin, je constate une chose. Si c'est sismique... L'Inde va développer beaucoup plus rapidement les énergies solaires, et notamment avec l'Alliance solaire internationale, que le nucléaire. Moi, je reste convaincu, puisque vous voulez ma conviction, que le nucléaire n'est plus une énergie d'avenir. Voilà, vous voulez mon sentiment, vous l'avez, et maintenant, je ne peux pas imposer ces convictions, je veux faire la démonstration de ce que je pense. La meilleure démonstration, c'est de montrer que les énergies renouvelables associées à l'efficacité énergétique pourront rapidement et largement prendre la part du nucléaire. On est d'accord que s'il y a le moindre doute sur le caractère sismique de la zone, il faut tout arrêter, EDF ou pas, Cocorico ou non. Mais écoutez, évidemment,
Évidemment, je pense qu'il faut faire preuve un peu d'humilité sur ce sujet-là. Je pense qu'on aurait fait un sondage au lendemain de Fukushima. D'ailleurs, au passage, l'ancien Premier ministre japonais est à Paris en ce moment. Je pense qu'on aurait été beaucoup plus prudent sur cela. On ne sera jamais suffisamment prudent et précautionneux sur le nucléaire. Pardon de vous le dire, mais sur 2 sujets, je pense que les leçons sont démonstratives. D'abord, il y a une constante, c'est la non-maîtrise des coûts dans la filière nucléaire. La deuxième constante, c'est qu'on nous a expliqué pendant de nombreuses années qu'un certain nombre de scénarios étaient impossibles. Malheureusement, l'histoire nous a montré que ce n'est pas si garanti que cela. 2 questions personnelles pour finir. Un mois après la publication de l'article d'Hebdo sur des faits à caractère sexuel qui vous auraient concerné, quels enseignements avez-vous tirés de cette affaire ? Je m'attendais à ce que mon exposition soit brutale. Je ne suis pas d'une grande naïveté. Je ne pardonnerai jamais. Voilà, je ne pardonnerai jamais parce qu'on a touché à mon honneur, à ma famille. Ça n'est pas du journalisme. Et pour l'instant, ma seule expression et ma seule réponse, elle sera judiciaire. Est-ce que cette affaire vous a fragilisé au sein du gouvernement ? Elle m'a profondément affecté. Elle m'a évidemment perturbé dans l'exercice de mes fonctions parce que quand vous subissez de tels assauts, de telles insinuations, évidemment, à moins d'être un monstre cynique, ça n'est pas favorable à l'attention et au temps que vous devez donner. Mais j'ai reçu de ce gouvernement, à tous les niveaux, une telle confiance, une telle sympathie que quelque part, ça nous a rapprochés les uns et les autres. Il est 8h32. Le grand entretien suite, Léa Salamé. On ne vous a pas entendu, Nicolas Hulot, sur la réforme de la SNCF, la fin du statut du cheminot. Vous en pensez quoi ? Vous êtes favorable ? Alors, on ne m'a pas entendu simplement parce que là aussi, j'ai une ministre avec qui on est en totale phase. Ça ne veut pas dire que je me désintéresse de cela et je serai à ses côtés avec Elisabeth Borne. Écoutez, je pense que pour les usagers de la SNCF, et notamment les gens qui, au quotidien, subissent un certain nombre de désagréments, ça n'a échappé à personne que ce service public magnifique ne remplit plus, je veux dire, les services que l'on avait l'habitude de recevoir de ce grand service public. Vous aussi, vous faites du SNCF bashing, comme dirait Guillaume Pépi ? Non, je suis un utilisateur comme beaucoup. Je ne suis pas dans les RER tous les matins, puisque mais voilà, je pense que c'est insupportable pour le quotidien des Français. Je prends quand même moi la SNCF et le train au moins 2, 3, 4 fois par semaine, et force est de constater que la plupart du temps, voilà. Donc il y a un souci. Il y a en plus une dérive budgétaire qui est très importante. Vous connaissez le montant de la dette. On remet tout ça à plat. Je pense qu'à l'inverse, si on n'abordait pas ce sujet et si on ne le faisait pas rapidement, on nous le reprocherait. Alors, crions pas avant d'avoir mal. Est-ce que c'est normal que le transport par voie ferrée en France coûte 30% plus cher que dans d'autres pays? On peut se poser la question. C'est étonnant, même vous, Édouard Philippe, on l'entend pas, mais même vous me parlez de la dette, vous me parlez des dysfonctionnements des trains, vous ne parlez pas de l'écologie. C'est étonnant. Vous parlez non. Attendez, je ne parle pas de l'écologie. Le train est un... C'est marrant de ne pas utiliser implicitement, si j'ai envie que la SNCF... C'est très implicite, là. Implicitement, si j'ai envie que la SNCF fonctionne mieux, c'est pour inciter les gens à l'utiliser le plus souvent. Mais là, on est plutôt dans une incitation un peu contraire. Il y a des gens maintenant qui vont plutôt se tourner vers le covoiturage, qui vont prendre leur voiture parce qu'ils sont peut-être garantis d'arriver plus à l'heure. Et moi, pour l'enjeu écologique, je veux recréer un lien de confiance qui ne s'est pas totalement délité, parce qu'il y a une tendresse forte des Français avec les cheminots et avec la SNCF. Ouais. Mais très sincèrement, là aussi, arrêtons de voir les choses d'une manière toujours, conflictuelle. Regardons ce sujet-là et voyons comment on peut remettre le ferroviaire au cœur de la mobilité durable, et notamment sur 2 priorités, le confort du transport quotidien et, je l'espère, le transport du fret ferroviaire. Pour moi, ce sont mes 2 priorités. Nicolas Hulot, faisant fi d'une décision de justice, Anne Hidalgo a pris un arrêté pour maintenir les voies sur berge piétonnes. Est-ce qu'elle a raison, quitte à s'asseoir sur une décision de justice ? Sur l'aspect juridique, moi je ne vais pas commenter. Mais il y a aussi un moment, il faut replacer les enjeux à leur juste niveau. Anne Hidalgo, elle travaille sur quoi ? Sur la pollution de l'air, sur le sujet de santé et d'environnement. Est-ce que la méthode, est-ce que les faits, c'est un peu trop tôt pour voir si tout ça est dissuasif pour inciter ? Est-ce que la méthode est trop brutale ? Parce que beaucoup ont condamné la méthode. Oui, on peut toujours dire... Non, je n'ai pas dit oui. Je dis, c'est un avis que j'ai entendu. Moi, la seule chose que je veux dire, c'est qu'on ramène toujours les choses à ras de terre. Moi, ce que je souhaite, évidemment qu'il faut donner des alternatives aux automobilistes. Est-ce qu'il peut y avoir une harmonisation
entre les différents périmètres géographiques. Moi, je souhaiterais que Anne Hidalgo et Valérie Pécresse et les présidents des départements qui sont autour de Paris Intramuros, peut-être viennent à mon ministère, et puis qu'on regarde ensemble comment on peut faire en sorte que cette décision soit moins brutale pour les automobilistes, par exemple, qu'il y ait des parkings qui leur permettent de laisser, et à des tarifs évidemment raisonnables, leur voiture aux portes de Paris. Il faudrait simplement que ces deux femmes, auxquelles j'accorde très sincèrement une véritable sincérité sur leur volonté de traiter le sujet sur l'environnement, à un moment ou à un autre peut-être se mettre autour de la même table, et mon ministère y est favorable. D'accord, pour réunir Anne Hidalgo et Valérie Pécresse. La dernière fois qu'on vous a reçu ici, c'était en octobre, on vous a demandé si vous étiez encore à votre aise au gouvernement. Vous nous avez dit, posez-moi la question plus tard. À un moment, quand le temps sera venu, je me poserai la question de mon utilité au gouvernement. Donc on est plus tard. Est-ce que vous êtes toujours utile au gouvernement, Nicolas Hulot ? Franchement, c'est toujours difficile de dire du bien de ce qu'on fait. Bon, c'est un peu trop tôt pour faire de l'autosatisfaction. Mais enfin, on a changé d'échelle dans l'approche de la sortie des pesticides. Et on a joué un rôle très important en Europe. La transition énergétique, on est en train vraiment de la mettre en place. On ne se contente pas d'avoir mis des objectifs, on va la rendre opérationnelle, on va la rendre irréversible. Vous avez renoncé à 2025. Hein. Non. Mais pour pouvoir réaliser tous les objectifs, on pouvait se le garder, il était irréalisable. Vous n'avez plus qu'une seule personne qui vous dit que c'était faisable. Oui, mais c'est étonnant que vous ne répondez pas à Nicolas Demorand. Vous ne dites pas 2030, 2035. Vous savez bien que ça passe par un calendrier. Alors donnez-nous une date, au moins une Léa date. Salamé, vous croyez que c'est simple, qu'il suffit de dire on le fait en 2030 simple, mais il faut faire tourner des modèles qui sont excessivement compliqués, avec des paramètres qui sont excessivement compliqués. Donc c'est impossible aujourd'hui de dire à horizon 2035. Mais parce qu'on a 1 an pour mettre en place ce scénario, avec notamment des experts, mais également avec les citoyens. Si c'était si facile, je me précipiterais pour vous le dire et vous donner une bonne nouvelle. Mais moi, je veux rentrer dans une programmation qui soit réaliste et qui ne soit pas utopique. Ce qu'on va dire aux Français à la fin de l'année, et le gouvernement, et je choisirai mon propre scénario, mais pas sur des critères subjectifs, sur des critères qui sont techniques. Et là, vous aurez la réponse à votre question. Allez, il est 8h38, 01 45 24 7000. Intervenez, amis auditeurs. Bonjour, Patrice. Oui, bonjour. Bienvenue, on vous écoute. Eh bien, Emmanuel Macron tente de vendre des centrales nucléaires à l'étranger, alors que le PR rencontre des difficultés récurrentes et que la question des déchets est loin d'être réglée. Relativement aux déchets au projet CIGEO, Nicolas nous a dit que c'était le moins mauvais des projets, ce qui signifie qu'il est mauvais. Mais il nous a dit aussi, au cours d'un téléphone sonne, qu'il fallait garder une porte de sortie et envisager le retraitement des déchets quand la science aura fait des progrès. Or, l'enfouissement en profondeur interdit toute récupération des déchets. Donc, il faudra arrêter CIGEO, qui repose sur la même dialectique arrogante du nucléaire que dénonce Naoto Kan. Alors, j'ai envie de dire, au-delà du ministre, j'en appelle solennellement, moi, à Nicolas, qui nous a fait tant rêver, mais aussi alerter sur les dangers du nucléaire. Merci, Patrice, pour cette question. Nicolas Hulot vous répond. Écoutez, mon sentiment profond, ma conviction sur le nucléaire, elle n'a pas changé. Chacun le comprend. Elle n'est pas forcément partagée, bien que les esprits ont quand même bougé, parce que l'argument qui prévalait pour défendre le nucléaire, c'est un argument économique. On voit bien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans quel sens il faut le prendre, que cet argument ne prévaut plus. Maintenant, oui, j'aurais préféré qu'on n'ait jamais ces déchets ultimes, parce que c'est contraire à l'idée que je me fais d'une civilisation. D'avoir des déchets qui ont plusieurs centaines de milliers d'années de vie et qu'on relègue aux générations futures en spéculant sur notre capacité à en garantir la nocivité sur une échelle de temps aussi longue, pour moi, c'est une véritable aberration. Maintenant, ils sont là. Donc moi, d'abord, premièrement, rien n'a été décidé. CIGEO est un laboratoire. Et nous avons encore beaucoup de temps et rien ne se passera d'une manière irréversible pendant le quinquennat. Donc simplement, ce que je veux dire, si on nous propose, et moi je suis vraiment ouvert d'esprit, d'autres alternatives, mais ce qui force est de constater qu'aucun pays n'a trouvé une alternative pour l'instant raisonnable. Ça montre bien que dès l'origine, quand certains se sont prononcés sur les conséquences de ce modèle d'énergie, eh bien maintenant on est au pied du mur et on se retrouve avec ces déchets dont force est de reconnaître qu'ils sont bien embarrassants. Retour au standard. Bonjour Alimata. Oui, bonjour. Vous avez la parole. J'aimerais poser la question suivante à M. Hulot. Il demandait quelle est sa position sur la crise des migrants, des personnes qui dorment dehors et l'accueil qui est fait aujourd'hui à ces personnes sur le territoire français. Merci à vous pour cette question. Nicolas Hulot vous répond. Écoutez, je crois qu'il faut distinguer
ce qui est du domaine du droit d'asile et qu'il était à mon avis nécessaire de remettre à plat avec la politique de migration. Moi, la seule bonne réponse pour moi, elle est européenne. Et je pense que l'Europe n'est pas au niveau sur ce sujet-là. Voilà. Et puis j'espère qu'à l'avenir, on reverra un certain nombre de droits, parce qu'il y a un certain nombre de situations qui ne correspondent pas au droit d'asile. Il y a des détresses humanitaires qui ne sont pas exactement dans le profil du droit d'asile. Il y a ce que l'on appelle, d'un terme qui n'est pas reconnu par les institutions internationales, les déplacés climatiques. Donc j'aimerais bien aussi que ceux qui ne correspondent à aucune case, on regarde à l'avenir au niveau européen, qu'est-ce qu'on peut proposer à ces gens-là. Puis ce qui est très important, dans cette loi qui est en gestation, qui mérite ni les cris d'indignation, ni un concert de louanges, me semble-t-il, c'est qu'on raccourcisse considérablement les délais d'instruction, parce que ce temps-là, c'est un temps d'errance, c'est un temps de souffrance, et qu'il faut, je l'espère que ça sera au moins une des vertus de cette loi-là, de raccourcir considérablement ces temps d'attente avant que les gens soient reçus en préfecture. Merci Nicolas Hulot. Merci d'avoir été au micro d'Inter, ministre de la Transition écologique et solidaire.